Et bonsoir, bonsoir. Alors, excusez-nous, on a eu un petit problème au démarrage. Oui, un petit problème Mets-toi dans le cadre. Dans le cadre de logistique. Ouais, on est désolé. Oui, mais j'ai compris, hein, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne reçoit pas. Alors en plus, on avait On a des soucis de connexion parce que voilà. Il y a un ordi qui a planté complet, donc on a été obligé de tout couper pour tout vous raconter. Donc c'est un peu compliqué. Et on a une invitée qui n'arrive pas à se connecter. Et Carole, si tu veux mettre ta petite caméra pour qu'on voit ton petit minois. Ah, voilà. Elle essaie d'envoyer. Hein. Voilà. Donc, bonjour Carole. Ah, j'ai pas mis le son. Allez-y, Carole. Coucou. Voilà, donc, on a fait la musique pendant au moins un quart d'heure, mais il n'y avait rien, donc c'était normal. Donc, on reprend. Bonjour à tout le monde. On s'excuse pour ce petit retard parce que, bien sûr, quand on fait des choses et qu'on veut que ça se passe correctement, eh ben, on a toujours des petits imprévus, un ordinateur qui plante, un lien qui ne part pas, enfin voilà. Mais ça, c'est les aléas de la technique, dirons-nous. Du direct. Donc, on est content de vous retrouver ce soir. Donc, c'est ce qu'on vous disait, c'est qu'on est en train de chercher à connecter l'autre invité et moi, qui ne serait mon ordinateur. tardé d'arriver incessamment sous peu. Voilà. Donc, Carole, tu vas bien? Parfaitement bien. Ah, parfaitement bien. Très heureuse, très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'avoir été conviée à participer à cette belle aventure. Voilà. Moi, j'ai rien eu, mais moi, je ne sais pas. Donc, on a un problème pour… est-ce que tu pourrais envoyer, Carole, le lien, oui. Le lien Slack, le lien de la réunion, le dernier, à Martine, sur son ordinateur. Je lui ai envoyé sur son mail, mais visiblement, elle ne le reçoit pas. Donc, OK. Voilà. Donc, eh bien, je m'en occupe. On est ravis de te retrouver. Donc, on va dire bonsoir à tout ce petit monde. Excusez-nous. Bonsoir Karine, bonsoir Stéphanie, bonsoir Sylvie, bonsoir Claude. C'est mieux avec le son, oui. Ben merci Sylvie. Mais voilà, donc j'espère que madame, vous nous entendez tous et toutes. Yes. Et on est ravis de vous retrouver ce soir pour une première. Et comme toutes les premières, à ce qui paraît, moi pour mon mariage, il a plu. Et on m'a dit, quand il pleut, même si c'est une catastrophe pour la mariée qui sort toute dégoulinante, eh bien c'est un mariage heureux. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc là, c'est la première de Balance en Live spéciale chirurgie. Et bien sûr, ça va durer pendant 30 ans. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour Michaela, bonjour Karine. Donc vous nous entendez, c'est bon. Donc on va vous mettre juste le petit port. J'attends juste de connecter Martine, non? Non, je pense qu'elle va nous rejoindre. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle nous rejoigne. Mais en fait, si vous voulez, quand je fais un partage d'écran, après, il faut que je quitte tout pour revenir. Ah, c'est pas grave, on va se présenter, vous allez voir nos petits visages. Donc là, vous avez Carole, Annick et Laure. Bonjour. Donc, on va laisser la place à notre invité vedette et star du jour qui nous fait un privilège d'être parmi nous et qui nous rejoigne dans cette folle épopée. Dans cette belle aventure. Donc, je te laisse le soin de te présenter, Carole. Eh bien voilà, bonjour, je m'appelle Carole. Je suis vice-présidente du collectif national des associations d'obèses. Vous m'avez peut-être connue dans le cadre d'émissions sous une autre étiquette, puisqu'à l'époque, j'avais la chance de vous retrouver au cours de Facebook Live qui s'appelait les Facebook Live Good Santé quand je travaillais là-bas. Et je suis très émue ce soir parce que ça fait maintenant peut-être 1 an et demi que je ne vous ai pas vu, que je ne vous ai pas parlé. Qu'on n'a pas finalement partagé et voilà, et on repart pour un tour et vous m'avez terriblement manqué et je suis très très heureuse de vous retrouver. Voilà, et fidèle à moi-même, hein. Je n'ai pas changé, je vais continuer avec mon absence de langue de bois, mon côté sans tabou, parlons de tout, il n'y a pas de questions idiotes. Voilà, on y va, c'est un moment pour nous, c'est un moment pour vous.
et ben on envoie. Voilà. Et donc après, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que moi, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Oui. Donc, tu habites à Paris. Paris. Et oui. Et tu habites à Paris. Et en fait, bonsoir Martine. Salut. L'expert, elle a réussi quand même. Mon Dieu, c'est bien. Bonsoir Naïma. Donc, tu n'as pas manqué grand-chose parce qu'on a eu des problèmes de direct. Donc, on fait un tour de table. Donc, Carole s'est présentée, mais c'était Salut Carole. Nous, on disait qu'on la connaissait depuis un peu de temps parce que Martine aussi, ça fait un moment qu'on roule notre bosse ensemble, même si on est loin. Ouais, ça fait 13 ans, je crois. C'est ça. Depuis que tu es opérée. Oui, 11 ans. Alors, ça fait 6 mois. Tu étais opérée depuis à peu près 6 mois, je crois, quand je t'ai connue. Ouais. Donc, voilà, on a les routières et les routières, c'est ça, on dit ça. Les routières, partons sur des routières. Les routières, c'est bien, moi je dis. Mais et Carole, donc quand tu parles de goût de santé, mais tu travaillais sur, en fait, c'était des compléments alimentaires sur l'alimentation. Voilà, on était sur l'alimentation, c'était de l'alimentation en post-opératoire immédiat et des aliments qui permettaient de lutter contre la dénutrition. Et voilà, et je passais ma vie avec vous, avec les praticiens, avec voilà, j'avais adoré. Un jour, j'avais eu l'immense privilège de faire une émission en public avec le docteur Cortés, qui avait dit elle est chouette parce qu'en fait, elle joue assez bien le rôle de décodeur pour les praticiens et de décodeur pour les médecins qui n'osent pas poser des questions. Donc voilà, j'aime ça, et me voilà, et je suis contente. Et merci de me donner cette opportunité de revenir. Et tes émissions, alors je me rappelle que j'avais fait l'émission sur les reflux. C'est ma grande passion. Oui. C'était à Paris pour les journées d'échange. Oui. Et en fait, on avait fait avec monsieur Pourchet et monsieur Scali. Oui, donc, absolument. 2 chirurgiens, un sur Paris, un sur Montpellier. Absolument. Et en fait, on avait fait 9000 vues. Absolument. Et en fait, c'était vraiment… Et c'est ce jour-là, parce qu'après, on s'est un peu perdu de vue pendant un an. Et ce jour-là, j'ai dit, mais il faut qu'on fasse des choses avec Carole et il faut qu'on fasse des directs. Et pour tout vous dire, on s'est retrouvés au hasard au CNAO il y a maintenant quelques mois. Mais l'histoire de Balance ton Live a commencé parce que madame avait lancé l'idée et que c'était un réel succès. Et donc c'est tout un honneur de te recevoir dans ce petit monde du la direct. Ça y est, je commence à rougir. Ça y est, voilà. Elle est très forte, elle est très forte. Et nous avons Martine. Donc, Martine qui n'est pas… Alors, elle, il faut la féliciter parce que depuis qu'elle nous dit qu'elle ne connaît pas le numérique, et elle est là en direct. Et elle est là avec Hermès, qui est son petit chien que je… Hermès, viens voir. Viens. Voilà, alors Hermès, c'est mon grand copain. Voilà. Regarde, là, tu la reconnais pas, mais bon, voilà, oui, c'est moi que tu veux. Donc, Hermès, c'est le toutou de Martine. Je l'ai connue à Beaucaire et j'étais très contente parce que Martine va se présenter et elle est de la région de l'Alsace. Vas-y, Martine. Oh, ben, ça va s'entendre. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, je connais Annick depuis 10 ans et demi, du coup. Carole depuis 3-4 ans, je ne sais pas. Un peu plus. À peu près, hein. Ouais, 5-6 même, ouais. Ouais, ça, ouais, d'accord. Ça nous rajeunit pas. En fin de compte… Ça file. Non. Ça file. Ça file. Ouais. Fin de compte, moi, je suis dans la chirurgie bariatrique parce que j'ai passé par là. Vous pouvez voir les personnes qui ne me connaissent pas. J'avais 156 kilos et c'est la dernière photo qui a été faite avant mon intervention. J'ai été opérée le 18 mai 1998, 156 kilos. Et j'ai eu 12 ans un anneau gastrique parce qu'à l'époque, c'était l'anneau gastrique ou rien. Donc, j'ai pris l'anneau gastrique, quoi. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur un bon chirurgien parce que maintenant, je me rends compte avec du recul que c'était très important de tomber sur un très bon chirurgien. Et puis, j'ai été opérée. 6 mois après, j'ai créé une association qui, au point de départ, s'appelait Club des anneaux à l'estomac.
Parce qu'en fin de compte, ben moi, je ne cherche pas à compliquer. Hein. Il y avait des anneaux à l'époque et j'ai trouvé ça, ça voulait dire ce que ça voulait dire, Club des anneaux à l'estomac. Mais jamais de la vie, j'aurais pensé que 23 ans après, ben, j'étais encore là avec mon association qui s'appelle maintenant Association Stop, suivi et technique contre l'obésité pour la vie. Parce qu'en 2010, enfin en 2009, j'ai commencé à faire des problèmes avec mon anneau. J'ai eu des remontées gastriques. J'étais durant 6 mois assise pour dormir. Parce que j'avais tellement de reflux gastrique que c'était plus possible de me coucher. Et c'était dû à mon anneau. Et dès qu'on desserrait l'anneau, les reflux gastriques, je n'en avais plus. Mais bon, ben, j'ai été desserrée pendant 1 an à peu près. Ouais, je ne dis pas de bêtises. Et pendant cette année, j'ai pris 20 kilos. Moi, je suis toujours 20 parce que là, dernièrement, j'ai aussi pris 20 kilos parce que j'avais un autre souci. Et le chirurgien qui m'avait opéré à l'époque, docteur Keller au Pasteur, m'a dit, bon, maintenant, ça fait 3 ans que je fais des bypass parce que sur toi, je n'aurais pas voulu le faire avant, mais maintenant, je suis prêt. Je vais donc t'enlever l'anneau et si l'estomac le permet, en deuxième intention, je te fais un bypass. Parce qu'on ne peut pas faire une sleeve sur un anneau parce que l'anneau et la sleeve étant des chirurgies restrictives. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne sais pas le programme d'Annick et de Laure, donc je ne vais pas… Et j'ai donc eu mon bypass en deuxième intention le 17 mai 2010, ça fait 12 ans après, à un jour près. Mais ils ont pu faire ça puisque mon estomac était intact, n'était pas abîmé. Donc, ils m'ont refait en deuxième intention le même jour. Et j'ai bien entendu remaigri ces 20 kilos que j'avais pris. Et je stabilisais, j'étais bien avec à peu près 80 kilos, avec un battement de 2-3 kilos suivant les saisons, suivant comment je mangeais, voilà. Et tout était bien, tout allait bien jusqu'en 2019 où j'ai été opérée d'une autospongiose, c'est-à-dire de l'oreille interne. Et malheureusement pour moi, maintenant je sais ce que c'est, mais pendant 18 mois, je n'ai pas su ce que c'était. Ils m'ont blessé mon oreille, un nerf. Ils m'ont blessé un nerf durant l'intervention. Ça fait que pendant 18 mois, je dormais 22 heures sur 24. J'étais très fatiguée, j'étais sans cesse, j'étais sur un paquebot pendant 18 mois, voilà. Vertige, nausée, tout ce qu'il s'en fallait. Puis tout le monde me disait toujours, mais il faut prendre sur vous, il faut prendre sur vous. Ouais, ben, à un moment donné, prendre sur moi. J'avais pris 20 kilos. Pour moi, c'était devenu invivable. Et ben, les gens qui me connaissent ne vont pas s'étonner qu'au mois de septembre 2019, j'ai pété les plombs chez le chirurgien qui m'a opéré. Vulgairement, j'ai tapé sur la table. Je dis maintenant, on enlève cette prothèse. Parce que pour moi, je ne savais pas encore qu'il m'avait blessé l'oreille. Donc, pour moi, c'était la prothèse de l'oreille qui n'allait pas. Je dis maintenant, on enlève. Tant pis, je vais de nouveau être sourde. Je gueule comme un… Mais ça ne fait rien. Et là, il s'est dit, ben, on pourrait peut-être faire un scanner. Et au scanner, on a dit tout de suite un IRM. Et là, on a constaté que, voilà. Maintenant, je sais ce que j'ai. Je me fais traiter. C'est fatigant parce que je fatigue vite, mais ça ne fait rien. Et je recommence. Donc, j'étais montée à 104 kilos quand même. Hein. Et je recommence à maigrir. Là, j'ai remaigri 2 kilos. Mais tout en ayant dans cette optique j'étais plus bien dans ma tête. J'ai commencé à faire, comme le Covid est là, on ne pouvait plus faire de réunions. Et donc j'ai commencé à faire depuis décembre des visioconférences. Maintenant, j'arrive à faire visioconférences. Et c'est vrai qu'on se voit. Alors, quand on connaît les personnes, ça me fait plaisir parce que, bon, ben, Annick, Carole, je vous connais, voilà, c'est pas comme si vous étiez à côté de moi où je peux vous taper dessus parce que voilà, mais c'est quand même déjà quelque chose, moralement, ça fait du bien. Et là, j'ai constaté quand Dr Keller a fait une réunion pour patients, parce que c'est pareil, on ne peut plus les faire dans les hôpitaux, il disait qu'avec un bypass, à peu près, il y a un amaigrissement de 70% du poids. Et là, pendant la réunion, en train qu'il était, moi je calcule, et je me dis, mince, mais 156 kilos moins 70%, ça fait 109,200. Alors, avec la reprise des 20 kilos due à tout ça,
j'étais quand même encore dans plus de moins 70%. Du coup, ben, mon moral, voilà, ça m'a fait du bien au moral et en même temps, ils ont trouvé ce que c'était. Voilà, donc, alors, avec une chirurgie de l'obésité, moi, je ne serais plus de ce monde si je n'avais pas été opérée il y a 23 ans. Ça, je suis sûre, parce que je faisais 50 mètres, je ne pouvais plus respirer. Mais on peut faire toutes les chirurgies qu'il y a, parce que maintenant, vous avez plusieurs chirurgies qui existent. Suivant votre bilan préopératoire, le chirurgien va vous dire telle ou telle intervention vous va le mieux. Mais jamais rien n'est acquis. Avec une chirurgie de l'obésité, peu importe que ce soit 5 ans, 10 ans, 15, 23 ans, jamais rien n'est acquis. Donc, il faut rester dans le milieu. Moi, ça me fait beaucoup de bien de rester dans le milieu avec l'association, le CNAO, parce que ben, je crois que si je n'avais pas eu l'association de CNAO, je crois que j'aurais certainement lâché l'année dernière quand j'étais tellement pas bien, parce que et grâce à mes amis que je me suis fait, parce qu'on se fait des amis, les amis qu'on a choisis, parce que certaines ont le même parcours, parce qu'elles souffrent de l'obésité, du surpoids. Elles ont leur vécu aussi, opéré ou pas opéré, hein. Parce qu'on n'est pas là que pour dire faites-vous opérer. Les gens qui se font opérer, c'est que c'était des grands indices de masse corporelle et sans béquille, parce que pour moi, une intervention de l'obésité, c'est une béquille. Et sans cette béquille, je n'arrivais pas à moins manger, ce que j'arrive à faire avec la béquille. Par contre, on est des gourmets, on est des fins gourmets. Maintenant, c'est plus la quantité qui nous intéresse, mais c'est la qualité. Je dois me taire. Non, mais par contre, Martine, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est la première, donc vous avez voilà. Martine qui était… Et Martine a soulevé mais tellement de notions ouais. là. Oh là là. Tellement de choses. Et déjà, alors comme on est habitué, donc on va saluer toutes les personnes qui nous ont rejoints. Ditoun Val qui dit que Hermès est très beau. Michel, Joséphine, Milano, Daniel, Virginie, Marie et Valérie qui dit c'est ça. Donc en fait, je pense que ce discours-là correspond à ce qu'on a voulu mettre en place. C'est de dire, et comme on a appelé justement ce qu'on a partagé hier, c'est juste, on vous dit, on se dit tout sans tabou et surtout avec bienveillance, avec respect. Et on est là pour vous avant tout. Et vous voyez qu'on est des personnes d'action, mais ça nous tient aussi. Alors, Martine, elle a dit qu'elle avait une association. Elle a dit, donc et Stéphanie qui dit oui aussi. Martine a dit qu'elle avait une association dans son parcours, que le suivi est important. Donc, c'est tout un peu tout ça qu'on va vous proposer. Donc, on vous expliquera un peu le programme, mais le programme, il doit être fait avec vous et construit avec vous et qu'on réponde à vos attentes aussi. Pour justement, des fois, quand c'est un peu compliqué, on a déjà des messages sur le groupe qui fait que vous êtes inquiets et que des fois, vous êtes un peu perdu de vue. Et puis, et nous, on va essayer d'être un peu les fils conducteurs de tout ça. Donc, comme il y en a peut-être qui rejoignent le groupe et qui ne connaissent pas, donc moi, je me présentais parce que je suis, alors c'est pour laisser la jeunesse aussi, mais comme ça, on aura fait le tour des personnes obèses, parce que c'est une maladie chronique, donc Annie Conchiro restera obèse à vie, voilà. Mais il y a une maladie chronique qu'on subit et une maladie chronique avec laquelle on vit, en fait. Donc, moi, dans mon histoire de vie, qui est une histoire de tout un chacun, banale, on se réfugie dans la nourriture, on arrive à un poids, et moi, mon poids, 300 kilos, j'ai perdu la marche, j'étais sous oxygène, et donc un an d'espérance de vie, et je vous la fais courte, et ça fait bizarre de faire 40 ans de sa vie en 3 secondes et demie, mais pour vous dire que c'est ma vie, voilà. Ce combat-là que je mène depuis 11 ans, c'est ma vie, et je ne lâcherai rien, et je ferai tout pour faire, peut-être pas du politiquement correct, et je pense qu'on est là toutes les 4, et c'est ça qui nous réunit, c'est que pour enfin qu'on humanise le soin, qu'on entende les personnes, qu'on entende les patients, qu'on réconcilie tous ces milieux-là, tous les professionnels, qu'on parle le seul et même langage qui soit,
aidons les personnes à améliorer leur santé globale. Et la santé globale, c'est tout. C'est la santé médicale, psychologique, la précarité, les choses comme ça. Donc, c'est mon combat à l'heure actuelle. Donc, mon combat, ben, il a fallu faire quelque chose. Donc, j'ai été pris en charge parce que 300 kilos, il y a 11 ans, j'ai été la seule à être prise en charge en chirurgie bariatrique parce que niveau bénéfice-risque, on pouvait prendre le risque de m'opérer parce que dans un an, j'allais mourir. Donc, le 4 août 2009, j'ai eu une sleeve. Et je vais vous faire court aussi sur la chirurgie, mais c'est que ben, j'y connais quand même un peu quelque chose parce que je suis passée par plein de choses avec une complication qui s'appelle une fistule, une complication qui a duré très, très longtemps, qui a duré presque 5 ans où j'ai été nourrie par, j'ai eu une ostomie, donc c'est une sonde par l'estomac. Quand je suis venue au premier congrès, je ne sais pas si tu te rappelles, à Angers, je suis descendue avec ma voiture avec tout mon matériel. Oui, je me souviens. Là, tu vas me faire pleurer, toi. J'étais logée chez Fernande. C'était une association qui était sur Angers et qui nous avait accueillis avec mon mari. Et donc, voilà. Et je me suis retrouvée prise dans toute cette histoire et cette belle histoire et où j'ai rencontré des personnes formidables que vous avez là. Lolotte qui est là depuis un an, mais on dirait que ben voilà, après c'est une grande famille. Et les complications, elles sont encore là, 11 ans après. Mais tout ça, jamais la complication prendra le dessus sur ma vie. C'est moi qui continue à prendre les rênes. Et mon combat, je le mènerai à vos côtés, pour vous, avec vous. Et moi, la célébrité, le star system, je m'en fous, on n'a pas besoin de ça. Oh, moi, je mène mon combat pour moi, pour ma vie. Ça m'appartient. Et ce qu'on va mener à vos côtés et ce qu'on donnera à vos côtés, ça sera pour vous. Mais ça sera votre histoire que vous écrirez, en fait. Je pense que chacun d'entre nous, on a écrit notre histoire. Moi, je vais continuer à l'écrire. Martine va continuer à l'écrire et même Laure et même Carole. Et par contre, maintenant, c'est à vous de prendre la plume et d'écrire votre histoire. Et nous, on est juste là, une petite caisse à outils, toute jolie, toute maquillée, toute pimpante. Et vous allez nous utiliser et voir comment vous avez besoin de nous. Et on va essayer avec nos moyens, avec des professionnels qui vont nous rejoindre aussi pendant toute cette histoire-là et cette aventure-là. Et donc, on est à votre disposition. Et c'est vraiment tout ça sans tabou et en toute humilité. J'aime ce mot. Donc, quid de pourquoi Madame Lolotte est à côté de moi? Je ne peux plus. Alors déjà, on va tous se mettre d'accord sur ce mot quid qui est pourri. D'accord? Mettons-nous d'accord. Je déteste ce mot. Je n'en peux plus. C'est pas comme si Carole et Annick l'utilisaient 400 fois par jour et que Anne-Sophie en rajoute une couche à chaque fois. Voilà, Anne-Sophie, du coup, présidente du CNAO. Oui, donc, excuse-moi, Martine, qui est membre d'honneur du CNAO. Moi, je suis vice-présidente au CNAO et Lolotte qui va se présenter. Bonjour. Elle subit quid. Je subis quid, ça vous l'avez compris. Et ensuite, ben, je suis Laure, je suis enseignante en activité physique adaptée et je travaille avec Annick depuis un an. Et j'étais stagiaire de base avec Annick sur les associations l'Espace Objectif Santé et le poids du partage. Et j'ai eu ma licence, donc elle a bien voulu me garder, je crois. Donc voilà, et donc du coup, en discutant un peu plus avec Annick sur sur la lutte contre l'obésité, on va dire, et surtout pour cette cause, de cette cause, elle m'a un peu parlé du CNAO, tout ça. Je commence à me rapprocher, à faire une première réunion. Puis après, Annick m'a un peu plus expliqué dans les détails et j'ai voulu prendre parti parce que toute cause pour moi est à défendre. Donc, et surtout quand il y a de quoi faire derrière et qu'il y a des arguments pour. Donc, j'ai dit, ben, vas-y, on est parti. Hein. Donc, se rapprocher du CNAO. Depuis, j'ai des idées folles qui sortent. C'est terrible. Alors déjà que je n'avais pas besoin de ça, je crois que, je ne sais pas, si c'est le manque de sommeil, je ne sais pas. Mais ça va loin. Ça va loin. Un de ces quatre, on vous montrera tout ce que je fais, tout ce que j'ai dans ma tête, qui n'est pas forcément grand public, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et donc moi, je suis là comme vous voulez. Hein. Donc, elle fait partie des acteurs en santé. Oui. Pas professionnels de santé. Non. Donc, les enseignants en activité physique adaptée sont des acteurs de santé et sont aussi des acteurs qui doivent vraiment jouer un rôle incontournable
voilà, incontournable dans la prise en charge en post-opératoire, mais même sans opération, c'est comme disait Martine, on est là pour vous donner l'information, on est là pour parler de la chirurgie, mais on n'est pas là pour vous orienter vers un choix. Votre choix, il est à vous. Après, vous pouvez venir vous renseigner pour vous, pour quelqu'un d'autre. Et en fait, on est là pour vous accompagner dans le parcours que vous aurez choisi. Et en fait, dans ce parcours, il y a des acteurs qui sont incontournables, qu'on soit avec chirurgie, qu'on vive à une problématique de santé chronique et l'obésité. Ben, les enseignants en activité physique adaptée font vraiment partie de l'équipe pluridisciplinaire et des personnes qu'on doit avoir à nos côtés, comme d'autres personnes que vous verrez lors des réunions. Quand on parle de reconnaissance, alors là, c'est vrai que nous, on connaît, enfin, ici, on connaît un peu plus la reconnaissance de l'obésité, mais la reconnaissance du métier, c'est la même chose. Et nous, en tant qu'APA, c'est ce qu'on vit un peu chaque jour, puisque le métier n'est pas si vieux que ça. Et justement, dans toutes ces prises en charge est hyper important. Et il y a des études qui ont été menées, il y a des choses qui sont faites, et il y a surtout des résultats, en fait. Et les résultats, quand on les a sur le fait, on ne peut pas les inventer. Donc voilà, donc je pense qu'il faut mettre aussi ça en avant. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais après, de notre côté, sur les complications, les choses comme ça, on apporte quand même un certain soutien et qui n'est pas négligeable. Alors, par contre, bonsoir Franck, bonsoir Karine, bonsoir Mimi qui dit coucou les filles, bonsoir Rosie. Donc, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on a fait un peu le tour de qui on était. Et par contre, maintenant, on va, je pense, laisser la parole à Carole, qui va expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on va vous proposer. Oui, on va juste vous mettre le petit PowerPoint, mais suite, vous êtes habitué d'habitude le mardi à avoir plus de diapos que ça. Là, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Et, par rapport à l'objectif, en tout cas, de cette première émission, qui est vraiment de vous présenter en quoi vont consister ces rendez-vous mensuels qu'on va vous proposer autour de la chirurgie bariatrique. Vous l'avez bien compris, la parole est libre, mais nous serons systématiquement accompagnés par des professionnels de santé, des acteurs en santé. Ce sera pour vous l'occasion de poser vos questions en direct, des questions que vous aurez pu poser notamment via le groupe Facebook et que vous pourrez reposer le jour des émissions. Et puis je crois que l'idée, c'est avant tout de continuer à expliquer pourquoi un parcours préopératoire, c'est important, pourquoi le suivi à vie, c'est important, ça veut dire quoi le rapport bénéfice-risque, ça veut dire quoi un consentement éclairé, pourquoi c'est important de savoir ce que c'est une sleeve par rapport à un bypass. Voilà, parce que au fond, on s'est rendu compte, et vous me direz, mais moi je me suis rendu compte, mes chers petits patients, que vous étiez parfois assez timorés envers les professionnels de santé et les gens qui vous accompagnent, hors association bien sûr, pour poser les justes questions. Donc là, on y va, on parlera de tout. On parlera évidemment des bénéfices de cette intervention, on parlera des risques encourus après cette opération s'il n'y a pas de suivi. Voilà, donc on est vraiment dans une logique de la parole est à vous. Vous aurez un temps pour vous. Il y aura un temps, encore une fois, à chaque fois, on vous présentera tous les mois le thème qui sera mis en avant. Alors, je peux par exemple, on dévoile le premier grand thème qui aura lieu la veille du lancement des Journées mondiales de l'obésité ou pas? Bien sûr. Bon, alors, on commencera forcément chirurgie bariatrique par une définition de la chirurgie bariatrique. Qui peut prétendre à une chirurgie bariatrique et les techniques aujourd'hui utilisées et reconnues dans le cadre de la chirurgie bariatrique. Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine émission. Donc, un temps de parole pour les professionnels de santé, un temps de parole pour vous, pas de tabou, des exemples. Vous nous racontez vos parcours, vous vous livrez et vous posez vos questions. Voilà, en gros. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des réactions. Vous êtes gentil aujourd'hui. Tout calme. C'est parce qu'il y a des inconnus. On est là avec Martine.
Oh, Martine, dis, on est gentille. Donc, Ben oui, vous êtes gentils. Non, mais toi aussi, nous, on est gentils, nous, on les rejoint, les filles. Donc, les gens ne nous connaissent pas encore, mais on est gentils. On ne peut pas voir les gens qui viennent? Et non, on le regarde sur Facebook, donc on a les commentaires. C'est pour ça que là, il n'y a pas de commentaires. Et donc, d'habitude. Mais c'est très clair. Mais c'est très clair. Mais c'est si parce vous avez que c'est très clair. Non, mais c'est bien. C'est si bien. Vous avez des questions. Oui, vous êtes toutes oui, mais si vous avez des questions, justement, oui, alors, si vous avez des propositions. Moi, j'ai un truc à dire. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, excusez-moi, je parle aux gens qui nous écoutent. Mais oui, je voudrais leur dire quelque chose. Et oui, mais je réponds. Bon, je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des propositions de choses, n'hésitez pas à les écrire. Et si vous voulez poser des questions à Martine, à Carole, qui trépigne d'impatience, à Lolotte, eh bien, n'hésitez pas non plus. Vas-y, Carole. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à travers le témoignage de Martine et à travers le témoignage d'Annick, on va essayer aussi de considérer toutes ces émotions que l'on peut traverser en tant que patient, quel que soit le moment de notre parcours. Moi, Martine, j'ai retenu quelques mots de ta présentation. Alors, évidemment, dans le désordre, tu as parlé de culpabilité, tu as parlé de non-considération, de souffrance, tu as parlé de l'importance du lien, tu as parlé de la chirurgie qui t'a sauvé, tu as expliqué que ce n'était pas une baguette magique. Voilà, on va essayer de retrouver toutes ces notions à travers ces rendez-vous. Voilà. Et après, pour donner quelques chiffres, donc ces chiffres-là sont des chiffres qui sont d'une enquête. Donc, il y a une évolution. Déjà, il y a une prévalence de l'obésité, même sans parler de la chirurgie, une prévalence de l'obésité qui augmente et on est à 15% de la population qui ont des problématiques d'obésité. Donc, une problématique de santé, de maladies chroniques. Et même sur la prévalence des chirurgies bariatriques, donc il y a des chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé et depuis plus de 20 ans, le nombre d'interventions a été multiplié par plus de 20. Donc, c'est-à-dire quand on sait, et on va parler justement du suivi, des recommandations, du parcours avant la chirurgie, parce qu'après, on est opéré. Et après, il y a le temps de après l'opération. Et puis, il y a le temps de l'après-opération à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et puis après, vivre avec une chirurgie aussi, c'est vivre avec une maladie chronique, vivre avec une chirurgie de l'obésité. Et en fait, il y a cette évolution par rapport aux techniques. Donc, on en parlera. Bonsoir, Brigitte. On en parlera aussi. Martine vous a dit, elle vous a parlé d'anneau, de bypass. Moi, je vous ai parlé de sleeve. Donc, vous voyez, il y a plusieurs techniques. Donc là, il y aura des professionnels qui viendront vous en parler. Mais déjà, savoir que quand on voit que ce qui nous a, dans le discours qu'on a partagé, c'est un suivi et un suivi à vie, ça veut dire qu'il faut des professionnels, qu'il faut des acteurs en santé autour de nous. Et c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a le chiffre de chirurgie est multiplié par 20 entre 1997 et 2016, ça veut dire que nous avons besoin des professionnels. Ça veut dire qu'on a besoin d'être aussi acteurs de notre santé. Ça veut dire qu'il faut savoir comment les rendez-vous, il faut aussi faire nos propres démarches et comprendre comment, justement, aller au bout parce que… Mais d'avant tout, avoir l'information. Voilà, d'avoir l'information. La bonne information. Et c'est ça qu'on va aussi communiquer parce que il y a vraiment… alors, chez les opérés, on dit qu'aux États-Unis, la prévalence de l'obésité massive est de 6,4% de la population et de 1,2% en France. En 2014, on a opéré 8,4 pour 10 000 personnes contre 6,1 aux États-Unis. Et en Angleterre, il y a 1,2 en Angleterre et 6,8 en Suède. Donc, les pays où l'on opère le moins dans le monde. Donc, vraiment, on voit que cette chirurgie, c'est un outil. Voilà, c'est un outil, mais ce n'est pas un traitement et ce n'est pas baguette magique. C'est un outil qui peut être utilisé,
Mais par contre, cet outil, moi, alors je ne sais pas si après, avec les patients que toi, tu as rencontrés, Carole, et puis toi, Martine, au sein de l'association, ou moi, au sein de l'association, avec notre propre histoire et même Laure, moi, j'avais pour habitude de dire, ou quand je rencontre les personnes qui n'ont pas de chirurgie, qui me disent, je ne veux pas de chirurgie, mais en fait, avec une chirurgie, tu dois avoir aussi une réflexion sur comment ton poids est arrivé, avoir un accompagnement sur le suivi, le suivi médical, un accompagnement parce que des fois, on a besoin d'être accompagné par un kiné parce que des soins. On a besoin d'un enseignant à pas parce que la pratique d'activité, on ne sait pas trop comment faire, on a des douleurs, on a des choses comme ça. Donc, avec un parcours de chirurgie ou sans parcours de chirurgie, l'accompagnement, le suivi doit être le même en fait. Et il faut se préparer à ça, mais ça ne veut pas dire que c'est dramatique de se dire que à vie, on doit être accompagné par des professionnels de santé. Votre voiture, vous l'amenez au garage pour faire sa vidange, pour faire son contrôle technique. Et là, c'est la même chose. Votre santé, la santé globale, elle doit faire partie d'une bienveillance que vous devez avoir à votre égard et d'une priorité de vie, en fait, pour vous et pour les autres. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, mais par contre, que ça soit n'importe quel chemin que vous allez prendre, avec toutes les problématiques de santé associées. Donc, il y a 18 comorbidités plus une qui maintenant, après, se rajoute au Covid, ce qui fait 19 comorbidités associées à l'obésité. Vous voyez bien qu'il ne faut pas essayer de ne pas voir parce que ça ne fait pas avancer les choses. Donc, une fois qu'on a vu, on fait un état des lieux et puis s'entourer de personnes, s'entourer de choses pour avoir les bons contrôles au bon moment, arrêter de raconter, de re-raconter, d'aller à droite, d'aller à gauche, où on s'épuise dans un parcours de soins, et bien si au moins on a l'information, on a notre bonne équipe, on se positionne avec telle équipe et on en change si elle ne nous convient pas, mais au moins on est plus autonome dans tout ça. Et déjà, quand on est plus autonome, tout à l'heure j'avais une dame qui me disait, ça fait 2 ans que je suis au lit, que je ne bouge pas. La pire des choses, je ne pensais pas que ça allait m'arriver, c'est de perdre mon autonomie. Mais l'autonomie, ce n'est pas forcément ne plus marcher. C'est dans le quotidien. C'est dans tout ce qu'on peut faire au quotidien. Et ça, être autonome, c'est être acteur des choses, mais décider et savoir qu'en fin de compte, pour garder cette autonomie-là et pour aller bien, il faut que chacun fasse la partie du taf. Et nous, en tant que patients, on a notre partie à faire, entouré par une équipe, par diverses personnes, par divers outils. Mais ça, c'est un constat qui est fait. Et le constat, il ne faut pas qu'il soit triste parce que c'est bien d'être entouré, ça nous permet de partager, ça nous permet d'enrichir, ça nous permet d'avoir aussi, d'acquérir nous des compétences pour que justement on puisse après faire aussi, parce qu'on nous a expliqué comment faire et on est capable après de dire, ben là, d'appeler, de dire je ne suis pas bien parce que là, je me connais maintenant. Et donc, en fait, on anticipe encore plus. Donc, là-dedans, dans tout ce parcours, ce n'est pas pour ramener le patient et le médicaliser, c'est pour juste donner une bouffée d'oxygène et de ne pas être un patient et qu'un patient et d'être un individu avec des vulnérabilités, quelles qu'elles soient, et justement avancer et être le plus autonome et vivre, quoi. Et vivre le plus paisiblement possible. Il y a Karine qui dit, par rapport au suivi, il faudrait que les professionnels nous aiguillent bien. J'espère que ça a changé depuis 1999. Aucun suivi après. Seul, on ne sait pas. Voilà, parce que donc pour la petite fin, du coup, Karine s'est fait opérer en 99. C'est pour ça qu'elle dit qu'à ce temps-là, il n'y avait aucun suivi après. Oui. Et peut se retentir, pas forcément directement après l'opération, mais peut-être plusieurs années après. Oui, parce que, comme on l'a dit, une fois qu'on sort de la fameuse période de toute la vie. La fameuse lune de miel et qu'on commence à comprendre que ça va pas être si facile. Mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui, hein, très objectivement, qui, malgré toutes les recommandations de la HAS, ne s'inscrivent pas correctement dans un parcours de suivi à vie. Hein. Et c'est fâcheux parce que les conséquences peuvent être absolument, là pour le coup, dramatiques. Quand on est bon élève et qu'on fait bien les choses, il n'y a pas de souci a priori, hein, puisque on fait des checkings réguliers. Mais quand on ne fait pas ça, c'est compliqué. Hein.
On Oui, mais arrive. surtout aussi quand on ne fait pas ça, et puis après, Mais pourquoi déjà? comme on voit aussi quand on dit qu'on peut faire ça, mais sauf on voit aussi que des fois, ben, les professionnels eh ben, Ils sont ont pas trop tellement aidants. aussi, il y a beaucoup, beaucoup de demandes et il y a peu de professionnels. Donc, des fois, on a la volonté aussi Oui, d'aller prendre rendez-vous, d'aller voir un endocrinologue ou d'aller voir son chirurgien. Mais sauf qu'après, ben, on n'a pas le temps. Et en plus de ça, il faut parler du contexte actuel, bien qui est un sûr. réel problème actuellement en période de Covid qui dure depuis un an. Alors l'autre jour, on en parlait justement avec Martine, sur des endroits où des personnes continuent à se faire opérer, des personnes qui ne se font pas opérer, ou des personnes qui ont des problèmes et qui sont opérées et qui sont reprises de poids, que leur examen ou les choses ont été repoussées, des personnes qui ont peur d'aller dans les hôpitaux parce que le Covid, parce que tout ça, des personnes pendant le premier confinement qui ont eu l'impression d'avoir été laissées pour compte. Euh, donc, hop, Et le bébé est c'est parti. ça. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas le même niveau du bébé entre Hermès Et Rita. et Rita. Par contre, tu as coupé ton micro. Euh, et, Oh, euh, pardon, pardon, pardon. et donc là, il y a vraiment ce contexte-là actuel qu'il ne faut pas aussi, si ça se rajoute une comorbidité à l'obésité, parce qu'on dit justement, alors on fait flipper en disant, mais c'est les obèses qu'on retrouve le plus en réanimation. À un moment donné, le truc dramaturge, on l'entend, on le sait, mais maintenant, Il ce faut qu'on agir. fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans ce contexte-là. Le Covid, on ne va pas le faire partir comme ça. Le contexte actuel qu'on ait des personnes à risque, eh bien, c'est un constat. Mais maintenant, quels sont les moyens pour qu'on arrive à se sortir de là le mieux possible avec ce qu'on est, avec nos fragilités et comment, dans ce contexte, on va pouvoir ben, pas avoir une problématique de plus à gérer, en fait. Tu as coupé ton micro. Je suis là. Je suis là, non, Ah, non, je suis là. Je suis là. donc je ne Non, sais bien pas ce que sûr. tu penses de ça. Je pense que c'est très compliqué. Je pense que, enfin, de toute façon, le contexte est très compliqué. Je pense que la crise sanitaire vient. euh, les gens sont. Enfin, globalement, on est tous. On perd de l'entrain. On est un peu. Voilà, mais on va y arriver. Et puis c'est l'intérêt aussi de ces rencontres, c'est le lien, c'est le fait de ne pas être seul, c'est de pouvoir en parler, voilà, on partage, on échange, on se confie, surtout on ne se juge pas, on s'accompagne, bienveillance, bienveillance, bienveillance. Mais il y a plein de périodes dans ta vie que tu passes qui sont très compliquées, sauf Bien que tu sûr, as deux solutions. Ou le bien sûr, compliqué, tu passes ton temps à te dire c'est compliqué, tu bien le sûr. sais. Ou le compliqué, tu fais avec, tu passes à l'action et tu vis avec le compliqué, en fait. Voilà. Mm. Et comme l'histoire de vivre avec Et tu trouves du beau dans du pas facile. ben, c'est ça. Voilà, Et je pense que c'est ça qu'on a envie de donner. C'est pas de dire, oh là là, non, c'est vous donner de l'information pour dire que chacun, alors en plus, c'est pas, après, c'est vous orienter, vous donner des conseils, mais pour chacun, il y a une solution, en fait, pour chacun d'entre nous. Il y a Karen qui dit grâce à vous les associations, heureusement que vous êtes là. Et Stéphanie qui dit oui, mais moi, j'ai quand même un médecin qui m'a dit de me débrouiller parce que j'étais une chirurgie manquée. Il n'y a pas de chirurgie manquée. Il y a... Alors, ouais, sur le témoignage de Stéphanie, puisqu'après, il y a certains qu'on connaît comme Karine, après, ça c'est aussi difficile d'entendre, ben, vous êtes un échec de chirurgie, Ouais. vous êtes une chirurgie Vous ne manquée. rentrez pas dans mes critères. Voilà, et bien maintenant, ou vous êtes un patient trop compliqué, c'est ça. un médecin généraliste, dans le cas de Steph, c'est de dire, oh là là, moi je ne vais pas vous prendre parce que votre dossier est trop compliqué. Donc c'est super violent d'entendre ça. Alors Martine, je ne sais pas si tu as des témoignages comme ça et que tu vois des personnes comme ça dans le parcours, quand tu arrives et que tu entends ça, les personnes, mais elles sont même pas en colère quelque part. Elles sont coupables d'être, de pas pouvoir rien faire en fait. Mais c'est pas si facile que ça. Alors, ce qui est aussi, c'est que c'est toujours pareil, j'ai la chance d'être entourée d'équipes qui sont très disciplinées et très consciencieuses du travail.
Mais c'est malheureusement, et j'espère que le CNAO pourra faire quelque chose par rapport à ça, il y a encore trop de chirurgiens qui ne font pas attention aux patients, qui, dès que c'est un patient un peu compliqué, ou voilà, bah, ils s'en foutent. Je veux dire que ça, il faudra qu'on arrive à faire des chirurgiens de l'obésité, mais des cadors dans la chose, que tout le monde ne peut plus opérer à tort et à travers juste pour opérer, hein, pour que le patient il passe devant le tiroir caisse. Et puis après, ma foi, débarque-toi, tu maigris pas. Non, non, non. Il faut absolument, bien sûr que à la base, vous avez certaines chirurgies, mais certaines chirurgies ne suffisent pas. Il faut un supplément, il faut d'autres chirurgies plus compliquées que tout le monde ne fait pas forcément. Donc, moi, j'ai envie de dire que ces personnes qu'on laisse comme ça, parce que soi-disant c'est leur faute, parce qu'elles font pas bien, parce que moi je dirais que c'est plutôt la faute de l'équipe multidisciplinaire, du chirurgien, de l'équipe multidisciplinaire, qui ne sont pas capables de bien s'occuper de leurs patients. Je sais pas Mais si c'est ça. Mais en plus, c'est même s'occuper, mais d'orienter, en fait. Parce que si voilà, ça ne voit pas les capacités ou une autre, ou parce que pas de temps, ou parce que trop, sujet trop compliqué, au moins orienter, en fait. Et pas dire à la patiente, ouais, ben voilà, tu vois, tu prends ta culpabilité, tu remballes tout et tu repars chez toi. C'est hyper voilà. compliqué pour la personne de repartir comme ça et de se dire, ouais, mais alors attends, c'est quoi que j'ai raté? Puis après, ça amène des sentiments, donc toujours de la culpabilité, mais aussi de comment ça peut se sentir aussi ouais, oppressant en mode voilà ben en fait de toute façon je serai toujours comme ça parce que c'est moi et que voilà mais du coup je m'en sortirai jamais et après c'est un cercle et c'est il y a pas de sortie en fait à ça. Tout à fait. Il faut préparer les gens aussi Et à le ça. patient, du coup, il n'ose plus rien faire. Oui. Et le patient, il n'ose plus rien faire et il se laisse comme ça. Je vais presque dire mourir à petit feu parce qu'il ne sait plus vers quelle porte toquer, vers qui se tourner. Ah oui oui c'est ça. Alors, Il y par a Polo contre, qui- il y a Sylvie qui dit ces personnes sont détruites. Voilà, c'est même pas, Oui, c'est oui. un cataclysme, hein. C'est Ouais, comme quand tu vas et que tu dis tu es obèse morbide. Morbide, ça veut dire que tu vas mourir. ouais, c'est Donc, en ça fait, il y a Voilà. aussi ça, le et choix c'est du ce vocabulaire. qu'on défend aussi, c'est un peu mettre un vocabulaire un peu plus adapté et que ça soit à la compréhension Et un travail sur l'annonce surtout. et que les gens ne prennent pas ça de plein fouet comme vous êtes responsable en fait. Parce que maintenant, on n'est pas responsable, c'est une maladie chronique. Voilà. La chronicité, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas cherché et on n'est pas juste obèse parce qu'on mange, parce qu'on ne bouge pas. D'où Et ces l'importance. là, on doit les enlever. Donc, Et il y a d'où l'importance de la préparation, d'où l'importance de la compréhension, d'où ce combat affiché que nous menons toute là, qui consiste à vraiment parler de l'importance du suivi psychologique, de la préparation psychologique et des rendez-vous avec j'ai envie de te dire, on en revient toujours à la même chose. Enfin, moi, ça me soulève le cœur hein, alors, d'entendre un praticien qui va dire vous êtes en échec, on ne peut rien pour vous. C'est un constat navrant pour les professionnels de santé et malheureusement, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, loin de là, aujourd'hui, quoi. Donc, Oui, j'ai envie de dire, il faut reprendre confiance, il faut aller voir quelqu'un d'autre, il faut, voilà, parce qu'il y en a qui font quand même très clairement très bien leur job, quoi. Donc, c'est bon, tout voilà. à ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, mais en fait, c'est voilà, Ouais, c'est ce qu'on ouais. disait, c'est oser aller voir quelqu'un d'autre et pas accepter qu'on dise qu'on ait des échecs. On ah, n'est mais pas ça, des c'est quelle échecs. que soit la maladie, de toute façon. C'est Quelle que ça. soit la Ouais. maladie, quand on ne sent pas son médecin, quand on ne sent pas son médecin traitant, quand on ne sent pas son oncologue, quand on a un cancer, quand on sent pas son diabétologue, quand on a du diabète, eh bien, on change. Parce qu'on Oui, sait que cette relation est fondamentale. Voilà. Ça peut être mais compliqué. Carole, l'autre jour, on a eu cette discussion. Alors, juste, je vais dire, Polo, tu me dis, es-tu sûr que maintenant les obèses sont plus nombreux que les autres? Alors, je ne sais pas, Si c'était par rapport au Covid ou par ouais, rapport si l'obésité, c'était plus les personnes qu'on retrouvait. Donc, j'attends que tu me dises ton complément. Bonjour, Kaila. Karine qui dit c'est ça, il ne voit que l'opération, pas forcément la personne avec son histoire et ses douleurs. Oui, culpabilité, sous-estime de soi totale. Et l'autre jour, quand on a fait le groupe, la réunion avec au Covid, ah oui, ben on va te répondre.
quand on a fait la réunion, c'est ce que tu disais, mais sauf qu'on disait, et les témoignages des personnes qui étaient là disaient, mais on n'ose pas en fait. Donc, c'est aussi, c'est pas leur dire, mais il faut que vous fassiez ça. Bien sûr, bien sûr. Vous apprendre et vous donner bien sûr de l'estime de vous pour que vous puissiez être en capacité de le faire. Parce que sinon, si on dit, mais vous devez faire respecter les doigts, taper du poing sur la table, et que si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas vous les responsables. C'est parce que bien aussi, sûr. vous n'avez pas les moyens, vous n'osez pas, parce que le médecin, la blouse blanche, on n'ose pas, et parce que c'est comme ça. On ne se sent pas compétent parce que pas valorisé. Voilà, c'est dans la culture, c'est dans l'éducation, et donc on n'a pas tous des forts caractères, ou même pas forts caractères, on n'a pas tous la même personnalité, et celui qui n'ose pas dire ça, eh bien, il ne doit pas être le dindon de la farce. Et moi, je pense aussi, ces gens-là, il faut leur donner des outils à connaître leurs droits, à savoir aussi qu'ils peuvent être accompagnés. Parce que là, je vais accompagner une personne et c'est le rôle des associations de patients. Et c'est à nous aussi à aller au charbon pour que justement on respecte vos droits. Et si vous n'osez pas le faire, on peut être un intermédiaire. Donc tout ça, même si vous n'osez pas, ben, sachez qu'il y a des personnes qui sont là. Si vous décidez d'être accompagné en France par quelqu'un, même si vous êtes majeur et que c'est votre décision, vous êtes en droit et la personne en face a le devoir d'accepter même si ce n'est pas quelqu'un de votre famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Moi, combien de fois, j'ai accompagné des personnes en consultation parce qu'elles me demandaient d'aller avec elles en consultation de chirurgie. Eh bien, ça ne plaisait pas. C'est comme ça. Moi, je suis là pour représenter le patient. Et pour aider, et pour être vraiment un aidant, en fait, et un soutien, un réel soutien pour cette personne qui n'a pas forcément son entourage autour d'elle ou de lui et il jette son dévolu, sa confiance, en fait, sur vous. Et je pense que ça, il faut s'en saisir et c'est notre job aussi en tant qu'association de patients de porter cette aide et de porter le patient à devenir de plus en plus acteur de sa santé, en fait. Et en plus, Laure, elle intervient à l'association et elle intervient en tant qu'acteur en santé, c'est aussi, s'il y a des professionnels qui nous écoutent ou des acteurs en santé, c'est de dire qu'en fait, chacun, puisque maintenant les associations, les patients partenaires, les patients formés, nous, c'est appriser les associations de patients. C'est-à-dire que chacun reste à sa compétence. Donc moi, quand je collabore avec quelqu'un, que ce soit un professionnel, un chirurgien, avec une enseignante, pas un kiné, je suis dans ma compétence. Et lors, dans l'expérience qu'on a à travailler en pluridisciplinarité, c'est que chacun est à sa place, mais nos compétences sont mobilisées dans l'intérêt toujours du patient, en fait. C'est ça. Dans l'intérêt du patient et pas dans nos propres intérêts. Ce qu'on apprend en cours, voilà, on nous dit, voilà, vous avez tel profil, vous faites ça, c'est bien, ça, c'est bien. Mais en fait, tu ne peux pas. Si tu travailles justement à l'écoute du patient, tu ne peux pas travailler sur cette théorie-là. Alors oui, il y a des choses qui vont se rapprocher de la théorie, et heureusement, parce que sinon, on ferait n'importe quoi. Mais c'est juste un rapprochement de la théorie, mais c'est toujours à l'écoute du patient et la construction et la co-construction avec le patient. Et si on parle par exemple de la pluridisciplinarité, ce qui est intéressant là-dedans, et moi, pour mon métier, pour le coup, c'est très intéressant de travailler avec une patiente éducatrice, par exemple, c'est cette écoute, en fait, que la patiente éducatrice peut avoir, qui peut être différente et une approche différente envers ce que va dire le patient. Si on n'a jamais été en contact avec des gens qui ont des maladies chroniques ou ce genre de choses, c'est compliqué des fois de décrypter, on va dire, les paroles d'une personne, alors que ça peut nous alerter vers un problème plus gros, en fait. Et c'est là que nous, on voit que ça fonctionne bien parce qu'il y a de l'écoute et que moi, quand je fais mes retours, eh bien, Annick, elle agit différemment quand elle est en entretien. Moi, c'est la même chose quand elle est en entretien. Que je vois quelque chose, ben, on se fait ce lien comme ça et ça se fait relativement très bien et je pense c'est hyper important. Dans l'accompagnement de la personne aussi a confiance et a encore plus confiance et se sent sécurisée. Donc, c'est ce qu'il faut dire, la complémentarité, la pluridisciplinarité, acteurs de santé, professionnels de santé, associatifs. Peu importe la dénomination. Peu importe, mais cette complémentarité va rassurer
la personne et va donner un environnement sécurisant, en fait. C'est ça, et la communication dans l'équipe surtout. Si l'équipe communique et que, ben, par exemple, nous, on voit la journée, il y en a qui viennent sur les jours complets, ben, elle passe à Annick, moi je la récupère derrière 1 heure après, et ben, si on se croise dans le couloir, parce qu'on a un grand espace avec Annick, si on se croise dans un couloir, C'est un château. Ouais, c'est ça, c'est un château. Et ben, Pim, elle me dit, voilà, tête, ça, c'est hyper important. Et ben, moi, je la reçois après en séance et je lui dis, bon, alors, finalement, au lieu de faire ta séance, on va faire ça, ça. Et ben, en fait, ça rassure la personne parce qu'en fait, elle se dit, bon, ben, voilà, elle est au courant. Je ne suis pas forcément, parce que ça peut être aussi un poids à la personne d'en rediscuter. Mais je pense qu'il est très important dans l'accompagnement d'une personne qui a une maladie chronique d'être toujours à l'écoute, quel que soit le professionnel. Moi, je ne suis pas psychologue, je suis pas tout ça. Par contre, être une écoute, ça n'a jamais tué personne et il ne faut pas de réelles compétences pour écouter pour moi. Pour moi, c'est ce que tout être devrait faire. En fait, c'est juste écouter, être une écoute active et être, voilà, et partager, communiquer, pas blablater, mais communiquer pour le bien de la personne et pour essayer de lui trouver voilà, des solutions, on va dire, pour qu'il se sente de mieux en mieux. Et c'est pas pour autant que je suis pas psychologue, mais je donne des conseils, et ben on essaye. Voilà, pareil, ça me fait penser par exemple aux compulsions alimentaires. Je n'ai jamais fait de nutrition de ma vie. Par contre, eh ben, les compulsions alimentaires, je suis en train actuellement de réfléchir à trouver des petits jeux ou de ce genre de choses pour limiter les compulsions alimentaires en faisant, je sais pas moi, un sudoku devant le placard, j'en sais rien, en fait, pour retarder cette compulsion. Et ben voilà, ben, ça, je ne suis pas, je ne suis pas nutri, mais par contre, je donne la compétence. Ma compétence, c'est juste mon vouloir, en fait. Et puis c'est juste au bon vouloir de la personne. Et puis écouter aussi les personnes quand elles arrivent et qu'elles ont mangé, admettons, toute la nuit, qu'elles ont besoin de parler, et ben, elle peut répondre au téléphone en écoutant juste les gens qui ont envie de dire qu'ils ne vont pas bien, qu'ils se sentent coupables, qu'ils ont l'impression d'avoir trahi la confiance qu'on avait, mais c'est juste entendre, les écouter, juste poser des mots, en fait. C'est ça. Et c'est ce que je te dis, c'est que voilà, c'est que pour moi, la première compétence de tout professionnel, qu'on soit associatif, pas associatif, médecin, pas, on s'en fout, la première compétence que tout le monde devrait avoir en commun, c'est l'écoute, et que ben, même si ça nous sort de notre champ de compétences, eh ben, c'est juste une question de volonté pour moi. Voilà. Et après, en dehors de notre château, bien sûr, nous avons un château, mais en dehors du château, mais c'est aussi travailler en pluridisciplinarité avec des professionnels et des acteurs extérieurs. On appelle des kinés, parce que le but, ce n'est pas de vous changer et de vous mettre dans une équipe. Si vous avez des personnes avec qui vous avez confiance, le but, c'est qu'à un moment donné, vous soyez accompagnés dans votre démarche et que nous, on fasse le lien avec les kinés, avec le médecin généraliste, avec des personnes qui sont le plus proches de chez vous. Et c'est ça qui fait aussi l'interdisciplinarité sur du maillage territorial, sur des secteurs géographiques, et que chaque acteur parle ensemble, en fait. C'est ça qui est sa propre place, mais complémentaire et pas moins complémentaire. Mais oui, mais sauf que s'il n'est pas à côté de toi dans le château, c'est qu'à un moment donné, on communique avec le médecin généraliste, on appelle le kiné pour savoir ce qu'il fait et comment un APA peut le prendre en charge. Enfin, c'est la première chose à faire. Et c'est là où on voit l'interdisciplinarité. Donc, moi, je trouve que c'est super important. Alors, j'ai l'impression de beaucoup parler, mais je parle parce que, vous savez, vous me connaissez. Donc, maintenant, bonjour Sylviane, bonjour Gigi et bonjour Karine. Mais voilà, mais à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça, plein-plané, en disant un. Mais qu'est-ce qu'on fait, bordel? Passons à l'action et soyons passionnés. Parce que je suis une femme passionnante. Planer. On retiendra ce terme qui n'est pas dans le dictionnaire. Non, mais voilà. Non, mais je suis plat-plané. Je ne suis pas plat-plané, mais l'interdisciplinarité, et c'est vous dire que, en fait, chercher, trouver, et que c'est faire du lien, et que les professionnels, les acteurs, les choses comme ça arrivent à faire du lien ensemble. Il y a plein d'outils aussi qui sont développés pour ça, et on vous en parlera, pour faciliter cette interdisciplinarité. Donc, juste pour répondre à Polo, donc, est-ce que le nombre de personnes qui sont… Tu me donnes la gerbe, Carole, hein, je te jure. Pourquoi l'écran est noir, il revient, je ne sais pas ce que tu as, mais…
J'ai le réseau qui saute. Tu as les réseaux qui sautent ou tu as les plombs qui pètent? Elle a du vent, elle a du vent. J'ai et le ça réseau qui saute. saute. Elle a les plombs qui pètent. Donc, pour revenir Apollo. Donc, pour le Covid, c'est justement parce qu'on en a parlé il n'y a pas très très longtemps à une réunion. Les personnes, parce qu'ils posaient la question, les personnes qui sont en réanimation sont des personnes en obésité. Est-ce qu'on est sûr de ces chiffres? Carole? On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a plus de connexion. Non, il y a une connexion. Non, bien sûr, on est sûr de ces chiffres. Aujourd'hui, il est très, très clairement annoncé que Ah oui, mais 80%. excusez-moi, mais c'est le monsieur qui habite un peu à Narbonne et qui n'est pas au courant, en fait, tu vois. Donc, il pose la question très gentiment. Et donc, bien sûr, on est sûr de ces chiffres. 80% des personnes en réanimation sont en obésité, en surpoids, voilà, et avec bien évidemment un risque de mortalité accru. Voilà. Ou de séquelles post-Covid une fois sortie de réanimation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Covid, on parle de la réanimation, mais on ne parle pas beaucoup du Covid long. Et la Covid long, c'est toutes les séquelles qu'on peut avoir après un passage en réanimation, en fait. Oui. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'ils en ont parlé l'autre jour, ils avaient fait ils en ont parlé beaucoup. C'est qu'il y a plusieurs. Alors après, il y a les variants, les machins, mais aussi il y a ce Covid long qui fait que, eh bien, quelque part, ça va aussi peut-être faire que des personnes auront des séquelles peut-être à vie. Donc tout ça, on ne le sait pas, c'est prématuré. Mais par contre, oui, Polo, le constat est fait aujourd'hui que les personnes qui sont les plus en réanimation sont des personnes en problématique. Mais le constat avait été fait très très rapidement, hein. D'ailleurs, au mois de mars l'année dernière, c'est le docteur Nicolas Véry qui, si je me souviens bien, avait pris la parole en disant attention, obésité, forte vulnérabilité par rapport à la Covid. Et je crois que c'est un des tout premiers à être monté au créneau justement pour revendiquer le statut de personne vulnérable. L'obèse est une personne vulnérable face à la Covid-19. Voilà. Donc oui, donc on fait attention. Mais on vit quand même. C'est-à-dire qu'on respecte les gestes barrières, on continue à vivre. Hein, parce que on sait une chose, c'est que quoi qu'on fasse, on ne va pas tout de suite l'éradiquer, ce virus. Donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec et à être malgré tout heureux avec la Covid. Donc voilà, mais à partir du moment où on est ensemble, ça va le faire. Donc, bonsoir Gigi, bonsoir Isabelle. Donc, après, c'est ce qu'on on disait aussi dans l'accompagnement, c'est sur la prise en charge en post-opératoire. Là, si on revient plus sur le sujet de la chirurgie. Donc, et justement, Polo, je ne sais pas si tu te rappelles le soir qu'on avait fait la réunion, qui disait l'importance. C'est un mot qu'il avait dit, c'est l'importance d'être bien prêt. Moi, je pensais que j'étais prêt et je ne l'étais pas, alors que j'étais convaincue de l'être, en fait. Donc, cette prise en charge en préopératoire, pardon, cette prise en charge en préopératoire, elle est vraiment pas à balayer comme ça. Et il y a des recommandations, on vous en parlera. Mais il y a des choses, ne pas cacher les choses, parce que de toute façon, à un moment donné, ça ne servira à rien, en fait. Pas dire, ben voilà, j'ai plus rien et tout va bien, j'ai été le gentil élève, donc maintenant je suis prêt à aller à la chirurgie. Donc vraiment, ce parcours préopératoire, il y a des étapes qu'il faut valider, mais il ne faut pas le négliger, parce qu'après, c'est la suite qui va être concernée par cette préparation, en fait. Donc, sur les recommandations de la HS. Haute autorité de santé, c'est justement une préparation de 6 mois minimum. Allô? C'est à moi que tu poses la question? Mais je ne sais pas, je pose la question à quelqu'un qui me répond, parce que sinon, je peux leur Mais bien sûr, les recommandations, mais je pensais, pendant que tu parlais, ça me faisait penser à quelque chose que j'avais découvert et qui m'avait quelque peu peiné. Oui, la HAS recommande effectivement un minimum de 6 mois, on est de 6 mois à 12 mois.
deux choses très importantes, c'est que si vous faites un parcours qui dure 6 mois et qu'on vous dit bah non, vous n'êtes pas opérable maintenant, ce n'est pas un échec, c'est que vous n'êtes pas prêt, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être opéré. Donc c'est très important de comprendre peut-être pourquoi certaines personnes essuient un premier non à l'issue d'un parcours préopératoire. Mais la deuxième chose, moi, qui m'avait un petit peu perturbée, c'est que j'avais découvert en fait qu'il existait un vivier de lettres préécrites à destination des psys notamment. Vous m'entendez ou pas? Oui. Voilà, parce que moi, vous êtes figé. Donc, et j'avais vu, sur les réseaux que certains patients, avant leur consultation préalable avec le psy, demandaient des exemples de ce qu'il fallait dire, de ce qu'il fallait faire. Et je rebondis sur ce que tu disais. Faut rien cacher, faut être soi-même, faut dire les choses. Faut essayer. Encore une fois, si c'est difficile, vous avez des gens aujourd'hui qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider dans ces démarches. Mais soyez vous-même, quoi. Parce que sinon, vous le prendrez comme un boomerang. Comme un boomerang. Et il y a Gigi qui dit bonsoir, mesdames. Bonsoir, Anne. Et par contre, Polo qui dit il devrait même être durci, le préopératoire. Je suis d'accord, Polo. Je suis d'accord avec vous. L'autre jour, c'est qu'en fin de compte, on pense qu'on est prêt, mais on ne se rend pas compte dans quoi on s'engage, en fait. Et après, avec des histoires qui sont un peu compliquées, c'est de voir que être durci, ça ne veut pas dire, que ça soit beaucoup plus strict ou beaucoup plus rigide, mais pas du tout. Vraiment renforcer par rapport à des personnes qui cherchent, qui veulent dans cette chirurgie, le fait de dire je vais être mieux et si je ne suis pas validée, ben, je vais ailleurs, mais non, ça, c'est pas vous aider. Un professionnel, une équipe qui vous dira non, dites-vous que ça ne sera jamais contre vous, en fait. C'est derrière ce non, il y a quelque chose pour vous protéger, même si vous ne le savez pas, il y a quelque chose qui vous protégera. Et après, je crois que c'est Martine qui me dit que tu disais, toi, dans l'accompagnement que tu as justement, et on a vu ça aussi à la SOFCO, le rôle des associations de patients avec certaines équipes pluridisciplinaires, les associations aussi sont présentes au sein de l'équipe. Il y a un patient éducateur ou l'association, il y a une réunion qui est obligatoire et votre avis et votre compétence est donné et vous travaillez vraiment en pluridisciplinarité avec l'équipe et le chirurgien fait en fonction aussi de vos retours et des choses que vous pouvez dire. Oui, dans certaines équipes, ça se passe comme ça. Voilà. Donc, c'était clair et clair. Est-ce que vous pensez que c'est aussi, voilà, parce que ça rejoint ce que disait, alors je m'excuse, mais c'est moi qui parle parce que j'ai une voix suave. Mais quand on parle de pluridisciplinarité, de parler de l'interdisciplinarité et des compétences qui va permettre d'optimiser l'accompagnement, quelque part, je parle bien. Ouais. Ça veut dire que si on arrive à intégrer dans une équipe pluridisciplinaire des associations de patients et des patients formés à ça pour être un lien et un lien, voilà. Eh bien, ça optimiserait la préparation, ça optimiserait le post-opératoire, le péri-opératoire. Parce qu'il y aurait c'est ce que je disais tout à l'heure sur la théorie. La théorie, la connaissance et la compétence en fait, des médecins ou de tous ceux qui sont dans ces secteurs-là, ben, certes, ils l'ont appris, ils l'ont mis en place, mais sur le terrain, ça ne se passe pas forcément comme c'est écrit. Et ça, c'est dans tout pareil. Et c'est là que peuvent intervenir ce genre d'individus oui. qui sont tout autant compétents par leur expérience, en fait. Mais parce que le retour, on n'a pas les mêmes… Alors, Martine qui dit oui, ça se fait. Moi, je sais que par expérience, quand… sachez que le patient, il donne… Le patient, c'est dans le milieu médical. Mais par contre, une personne qui vient en consultation, qui va voir une association… Et nous, dans notre… Il n'y a pas le secret médical y est, la confidentialité y est. Ah oui. Mais par contre, à partir du moment que la personne nous dit les choses et nous donne sa confiance, il peut nous dire ce qu'il veut nous dire. Je fume des pétards, je bois de l'alcool. Et après, moi, je me suis retrouvée dans une situation comme ça où la personne, elle me disait, je suis venue voir…
et je veux me faire opérer. Donc, mais quelque part, j'ai appris un peu comme ce que tu disais. Je sais ce qu'il faut que je dise au psy, je sais ce qu'il faut. Et surtout, je ne vais pas dire que je bois et je Parce fume que des... les gens ne sont pas bêtes. Et ce n'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils sont complètement inconscients de ce qu'ils racontent, en fait. Voilà, donc je fume un peu des pétards ou je bois. Et en fait, le but, c'est que nous, on n'aille pas faire les mouchards auprès des professionnels. C'est que quelque part, on explique à la personne qu'on n'est pas là pour les juger. Mais par contre, ça, c'est d'une importance sur après. Si tu as une addiction à l'alcool, et bien après la chirurgie, si tu le caches, ça peut être une catastrophe. Ah oui, oui, oui. Même pendant la chirurgie. Oui, et pas dans la chirurgie, mais après, si tu t'en passes... après, ils deviennent carrément alcooliques. Hein. Ou un mois, mais que tu aies vraiment une addiction, ça peut être compliqué. Mais ça peut être compliqué dès le début, c'est ce que je veux dire. Voilà, en fait. ou après, sur la décompensation, sur, comme on disait, les personnes qui sont boulimiques et qui après deviennent anorexiques parce que c'est juste une relation différente avec l'alimentation, mais on appelle ça des compensations. Des personnes qui je fume des pétards et je bois de l'alcool mais je dis rien, mais considérez que les risques anesthésiques, ça pendant. Je n'ai pas dit à l'anesthésie que je fumais un pétard sous les soins parce qu'ils ne m'auraient pas opéré. Mais ça, ce n'est pas possible en fait. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma santé à tout prix parce que là, c'est de la santé dans n'importe quel prix en fait. Alors, s'il vous plaît, ne cachez rien. Il n'y a pas place de jugement en plus. Le médecin n'est pas censé vous juger vis-à-vis de ça. Hein. Non, parce pas du tout. On n'est pas la police, on n'est personne pour ça. Hein. Et même la police en soi. Bon. Même si c'est pas très légal des fois. Mais... Normalement, ils ne doivent pas juger. On a un problème de réseau ou... Mais non, je regarde le souris. Oui, non, je suis toujours complètement en phase et toujours à penser au transfert de troubles, quoi, et aux décompensations. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même un constat qui est là et je pense que toi et Martine, et vous le savez, même des suicides après une chirurgie de l'obésité. Hein. Donc on fait son parcours, on se fait opérer, on perd ses 100 kilos, ses 50 kilos, ses 40 kilos, ben, on se flingue, quoi. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'il faut prévenir au maximum. Et des décompensations sur des personnes mais voilà, qui après ont des troubles anorexiques, des compensations sur l'alcool et des personnes qui développent. Il y a eu des études sur ça. Il y a l'alcool, il y a l'hypersexualité. Oui. Il y a alors l'hypersexualité, c'est un grand classique. C'est-à-dire qu'on passe par une phase avant de retrouver une réelle estime de soi quand on a perdu une estime de soi. Il y a cette fameuse période de lutte de miel les 18 mois, pendant les 18 mois après l'intervention. Et en fait, on n'arrive toujours pas à se retrouver, à se voir tel qu'on est, mais on passe, on se sent quelque part beaucoup plus féminine ou virile pour les mecs, hein, parce que c'est pas du tout un syndrome féminin, hein, ça c'est chez les mecs et chez les nanas, et on passe par cette phase d'hypersexualité où on a l'impression de reprendre confiance en soi par des flirts intempestifs et permanents, quoi. Ce qui est faux. Mais on va aborder énormément de sujets et ça, c'est génial. On va pouvoir parler d'un point de vue psy, du couple, de l'accompagnement du mari, de comment traverser aussi cette période. Il y a beaucoup de bruit qui court sur je me lance dans une chirurgie, je vais divorcer. Bah oui, mais non, pas forcément. Voilà, on va pouvoir aborder tous ces thèmes-là et ce qui est super, c'est que voilà, on sera à chaque fois accompagné d'experts pour en parler et on a plein de choses à voir, plein de choses à se dire. Mais surtout, l'objectif premier, c'est vraiment de pas de culpabilité, essayer de vous rassurer au maximum. Et dire les choses comme elles sont et pas de blague, quoi, hein. On déconne pas avec une chirurgie de l'obésité, hein. Une chirurgie de l'obésité, c'est pas un caprice, hein. Donc inutile de vous dire que je ne suis pas moi très favorable personnellement aux personnes je ne suis pas très favorable aux interventions qui se passent à l'étranger. Bon, voilà, comme ça il y en a, mais il ne faut pas sous-estimer, mais estimer l'importance du parcours préopératoire, l'importance des échanges avec des patients qui sont en parcours comme vous et des patients qui ont été opérés. Il y a un très sage professionnel de santé qui dit, en fait, on apprend mieux des patients que entre nous, quoi. Et ben voilà. Je la connais, celle-là. C'est à peu près l'histoire qu'on aimerait et qu'on va essayer de se raconter au cours de ces différentes... Il y a un grand sage. Un grand sage.
C'est Voilà. un proverbe de là-bas. Voilà, exactement. Mais qui est très clair. Voilà. Donc, bienveillance, pas de tabou, on n'a pas peur, on n'a pas de crainte à échanger ensemble. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas. Non, Et surtout, on n'oublie pas que l'idée, c'est d'être heureux. Voilà. C'est d'être heureux, ou en tout cas de cesser d'être malheureux. tout à Et fait. Sandy, bonsoir tout le monde. Évidemment, je suis à la bourre. Non, mais Salut c'est pas Sandy. grave, Sandy. Bonsoir, bonsoir. Parce qu'on est les reines de la bourre, tu C'est vois. ça. Donc, Donc là, et là, par contre, tu es vraiment à la bourre, mais c'est pas grave, tu pourras regarder un replay. Je Vas-y, Marc. voulais juste rajouter quelque chose que parfois certains patients n'ont pas compris, c'est que le fait d'avoir une chirurgie de l'obésité, ça va régler le problème de poids, le problème de maladie qui se rajoute à l'obésité, mais certains ne comprennent pas que ça... Alors, ça peut aider à améliorer le quotidien, retrouver du travail, retrouver un ami, mais il y a des gens qui, quand ils ne sont pas assez préparés ou n'ont pas bien compris ou qui ne nous ont pas dit toute la vérité, ont l'impression que le fait de se faire opérer, ça va tout régler. et oui. Ça moi, on rencontre quand même beaucoup ça. Oui. Hein? Parce Oui. que très souvent, tu peux leur expliquer un tas de choses. Le patient, il fait ce qu'il doit faire parce que c'est dans le protocole et il faut le faire. Mais il n'écoute pas aussi longtemps qu'il ne se trouve pas devant le fait accompli et opéré. Mais en fait, c'est juste, voilà, ils mettent en pratique ce qu'on leur demande, mais ils ne comprennent pas forcément certaines Et ils démarches. veulent pas, certains ne veulent pas. Tu leur C'est as ça. expliqué, moi j'ai déjà des patients, je leur ai expliqué, dit et redit, et pourtant ils ne l'entendent pas. Ça s'enregistre pas. Ça, c'est parce que Martine, c'est parce que j'ai compris maintenant. Il faut être en pleine conscience. Voilà. Surtout protocole, tout. Il faut être en pleine conscience et puis il faut essayer de faire des piqûres de rappel assez régulières parce que je crois que malgré tout, quand on se lance dans un parcours et dans une chirurgie de l'obésité et qu'on décide d'avoir recours à cette béquille, et ben très très vite on se met à rêver et très très vite on se met à s'impatienter de se faire opérer pour voir ces kilos qui nous bouffent la vie, qu'on estime nous bouffer la vie dégagés. Alors qu'il ne faut quand même pas oublier que ces kilos, à un moment donné, ils nous ont bien sauvé la peau aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très complexe. Mais c'est génial, on va pouvoir... Oh là là, on en a des choses à se dire. Hein, on en a des choses à se dire. Et par contre, surtout, je parfois pense que... c'est une carapace parce que... Bien sûr. Vas-y, Martine. Martine, on n'entend plus. Parfois c'est une carapace. Oui, ben j'ai du vent. Vous m'entendez là? Oui, oui. Parfois, les gens, c'est une carapace parce que il y a des chiffres qui sont là, qui sont réels. Il y a 33% d'inceste et très souvent, les gens, l'obésité, c'est une carapace pour pas plaire, Bien sûr. Pour se protéger. Ils se protègent en fin de compte. C'est très complexe, c'est très grand, et il y a des gens qui se plaisent dans leur obésité parce qu'ils se sentent protégés ou ils ont à un moment donné, quand tu es obèse, il y a quand même l'entourage qui est là. Alors vous avez l'entourage chiant, mais vous avez quand même des gens qui sont compréhensifs et disaient la pauvre, elle a du mal à marcher, elle a du mal à s'habiller, elle a tout. Et il y en a certains qui ont peur de sortir, de devenir comme tout le monde. Oui. Ça, j'ai déjà aussi souvent rencontré. Mais des fois, c'est ce qu'on parle, quand on parlera, et on en parlera, c'est des bénéfices secondaires à être. Et des fois, on ne comprend pas. Mais on dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je n'ai pas de bénéfice à vivre avec mes kilos, en fait. Et justement, si, parce que ces kilos, c'est un refuge. Et même si on peut s'en débarrasser, et notre histoire de poids, c'est, comme je disais l'autre jour, c'est vraiment c'est des mots, c'est des traumatismes, c'est une histoire, c'est pas simplement une IMC, c'est pas un périmètre abdominal, c'est des chiffres sur la balance. Parce que les chiffres sur la balance, sur une balance, ça t'écrit pas ton histoire de ta vie. Hein. Tu enlèves les piles, tu les vois plus. Voilà, mais c'est vrai, les 2 chiffres, les 3 chiffres. Et en plus de ça, si on va chercher à améliorer et à aller
à aller améliorer notre santé dans tout ce qu'on va voir aussi. Et moi, ce que j'ai envie de vous montrer par-dessus tout, c'est que, s'il vous plaît, c'est pas faire n'importe quoi parce qu'au lieu d'améliorer en pensant améliorer, eh bien, vous allez la dégrader. Comme quand on parlait sur les décompensations, quand Laure, après, elle pourrait juste dire 2 mots sur le fait de tu vis avec un poids, tu n'as aucune activité, tu as toujours été sédentaire, tu as toujours rien fait, pas bougé, tu as de l'arthrose au genou, tu as un cœur qui n'est pas habitué à tout ça. Et par contre, ça ne donne pas envie, mais sauf qu'après, quand toi, tu finis, que tu commences à perdre ton poids, eh bien, il y a des gens qui te disent eh alors, vas-y maintenant, mets-toi au sport. Mais il faut comprendre que votre machine, elle n'est pas prête à faire du sport. Donc, à y aller comme ça à gogo, eh bien, c'est là où justement, je pense que vraiment, il y a la place. Et moi, ça aussi, on en parle beaucoup et ça me tient à cœur. Et dans leur fonction et leur rôle, c'est quelque chose ils ont une place à jouer dans cette fonction-là. Moi, je ne fais pas du sport. C'est ça, en fait. C'est que l'activité physique, il est adaptable à tous et pour tous. Oui. Et c'est surtout que ça part de la volonté de la personne. Une personne qui n'a jamais aimé le sport, parce que aussi, là aussi, on peut en parler, mais et on en parlera potentiellement sur un autre jour, mais la stigmatisation avec le sport d'une personne qui a un corps pas normal, en fait, que ça soit, parce que moi je connais aussi du côté en plus handicap, eh ben, du côté handicap, du côté du poids, de tout ça, en fait, la stigmatisation de tu es à l'école, on te fout de côté, on te dit vas-y, prends le chrono et fais l'arbitre, ben, en fait, au bout d'un moment, ben, la relation au sport, forcément, moi, aller sur un terrain et faire 3 tours de terrain parce que ça fait plaisir au monsieur et moi, savoir compter sur un chrono, on s'en fout, en fait. Donc, c'est que tout ça, c'est un réapprentissage et c'est aussi retrouver le plaisir de pourquoi, en fait, l'activité est là et de prendre plaisir dans l'activité. Si la personne vient et veut pas forcément marcher parce qu'elle déteste marcher et parce qu'elle a peut-être une histoire avec la marche qui fait que elle ne peut pas psychologiquement, il ne faut pas forcer. Alors oui, par contre, il faut prendre une activité et régler la temporalité, c'est-à-dire commencer tranquillement et petit à petit progresser, aller vers une progression, donc une évolution. Mais par contre, c'est toujours partir de la personne et de voir avec la personne qu'est-ce qu'elle a envie aussi de faire. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais par contre, si on explique à la personne pourquoi on passe par tel mécanisme pour pouvoir arriver à ses objectifs, les personnes ne sont pas bêtes. Hein. Alors, peut-être qu'ils vont rechigner la première et la deuxième fois, mais il faut tourner à la dérision. Il faut venir avec le sourire aussi. Et ça passe par nous aussi. Hein. Parce que moi, je vais voir un kiné qui fait la tronche, j'y vais plus. Hein. Ou je vais voir un appât qui fait la tronche, j'ai pas envie d'y aller. Donc, c'est aussi de cette relation et cette alliance thérapeutique avec le patient, je l'ai placé, qui permet vraiment aussi de motiver la personne et qu'en fait, elle retrouve du plaisir. Quand je vois ici maintenant des gens qui viennent, et notamment, bon, je vais la citer, je suis désolée, mais François qui nous disait, alors moi et le sport surtout, tu ne m'en parles pas. Oui, mais elle a galéré, elle m'a parlé tout le truc. Ne m'en parlais pas, je ne voulais pas l'entendre parler. Maintenant, elle ne s'arrête plus. On est tout le temps en train d'y courir après pour lui dire François, tu t'assois, tu ne bouges plus. Et elle a 75 ans. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge en fait. C'est ça, il n'y a pas d'âge et surtout ne vous dévalorisez pas parce que vous avez beaucoup plus de potentiel que ce que vous croyez. Et le potentiel, il est là-dedans, alors un petit peu dans les jambes quand même des fois. Et là-dedans. Ah, dans les abdominales. C'est ça. Voilà, dans le cercle de lumière. Le cercle de lumière. Non, mais voilà, c'est que vous avez les clés et moi, je suis persuadée que chacun, on a des capacités, bien que limitées parce que pathologie, tata, elles sont là et il faut juste aller les chercher et on les trouve. Et quand on les trouve, elles éclosent. Elles éclosent. Ou elles éclosent, c'est pareil. Elles éclosent, ça se dit? Oui. Ça se dit aussi. Mais en plus, c'est vrai, c'est ce qu'elle me disait. En fait, si on se compare, un jour, il y a Michel Pradet, donc ce monsieur-là, je l'adore. Un jour, il m'a dit, mais Annick, tu es une athlète de haut niveau. Ah bon? Je dis merci, parce que... Ça, c'est l'humilité. Ça ne se voit pas comme ça, tu vois, quand déjà... Mais le monsieur, parce qu'on est toujours dans la reconnaissance de la légitimité, le monsieur, ce n'était pas n'importe qui. Le monsieur, c'était un entraîneur
au niveau national de sportifs de haut niveau. Un coach sportif. Et il arrive, moi, avec mes 95 kilos, où je prends mon petit vélo pour traverser l'Occitanie. Il me dit, mais Annick, tu es une athlète de haut niveau. Là, je dis, ah bon, mais ça te fait plaisir. Mais par contre, après, il faut l'intégrer et le croire. Ça, Mais en fait, le fait, c'est qu'un athlète de haut niveau, c'est qu'il doit être endurant. C'est parce que tous les jours, il doit faire des choses, performer, arriver à atteindre des objectifs, s'entraîner, avoir une régularité, pérenniser les choses. Eh bien, avec une maladie chronique et le poids, ça ne sert à rien de faire une chirurgie et de perdre 60 kilos pour qu'après, sur les chiffres, on voit qu'après, on a une reprise de poids. Donc, c'est travailler sur l'endurance. Ça ne sert à rien de dire, oui, c'est bien, je peux faire du sport, je vais refaire de l'activité, partir comme prendre un abonnement, faire du machin, de la fonte, du tapis, du truc, pour que dans 6 mois, 8 mois, parce qu'il faut voir que les problèmes d'alimentation, si elles ne suivent pas derrière, vous allez vous cramer aussi. Donc, les muscles, tout. Voilà, tout muscles, doit être dans une temporalité pour que vous soyez sur de l'endurance. C'est ça. Et qui va piano, Karine, va sano. Qui va lontano. Qui va sano, va lontano. Et comme ça, moi, je le dis, alors parce que j'ai 50 ans, je rectifie l'article. Hein. Je n'en ai pas 60. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas 60 ans, c'était une erreur de frappe. Mais maintenant, ma popularité fait que je fais des interviews, vous me retrouverez dans la presse et je vous mettrai les petits liens, les petits... On fait du star system, nous. On aime ça. On aime. Star system. Ça flatte mon ego. Comme vous savez, j'ai un ego super surdimensionné. Quoi, il est sur ma chaise, là. C'est ça. Donc, regardez, je prends ma place. Mais donc, je n'ai pas 60 ans. Merci pour vos messages d'anniversaire. mais par contre, sur cette photo, merci d'avoir dit tu es belle. Mais moi, j'y ai dit, elle n'est pas belle, cette photo. Voilà. Je pense que je n'étais pas à mon avantage. Donc, aujourd'hui, je me suis maquillée pour rétablir la vérité. Je suis une femme splendide et ravissante. Et puis après, on ne va pas tarder à vous laisser, mais c'est surtout, voilà, c'est qu'on... Ayez confiance en vous et en vos performances propres. Et qu'on garde ce brin de folie qui sont les balances en live, qu'on garde des conneries, qu'on vive. Et Karine, tu dis yes. Et il y a un Facebook, donc le Facebook où vous pouvez le retrouver, c'est un groupe privé. Et on sera là. On sait qu'il y a des témoignages qui ont été mis. On répondra à toutes vos questions pour vous orienter, mais pas pour vous trouver des solutions. Notre rôle sur ce Facebook, ce groupe privé, c'est on se dit tout sans tabou. C'est que personne ne vous jugera. Mettez tout ce que vous voulez mettre, vos désespoirs, votre culpabilité, vos difficultés, votre joie de vivre. Parce que ça aussi, sur le poids du partage, pour ceux qui connaissent, l'autre jour, je pense qu'aussi, l'identité d'un groupe ou ce qu'on véhicule, si on est tous là, c'est qu'on est sur les mêmes valeurs. Et l'autre jour, sur le poids du partage, il y a quelqu'un qui a parlé, et ce soir, tu es là, et je ne dirai pas qui tu es, mais on s'est rencontrés quelque part. Et en fait, tu avais marqué que tu as eu 3 chirurgies, et là, on a dit, oh là là, mais 3 chirurgies, mais pourquoi? Non, non. Garde ta volonté, 3 chirurgies, 2 chirurgies. Ne laisse personne te juger. Parce que les gens qui jugent ne savent pas. En fait. Ils ne savent pas, tout à le fait. poids du partage. Et derrière, ça m'a fait plaisir parce qu'on est allé dire, mais ne jugez pas, respectez le témoignage. Et moi, je dis que c'est honorifique d'avoir des témoignages comme ça parce que c'est la confiance que vous nous accordez à ce qu'on est. Moi, association, le poids du partage, nous, le CNAO, Martine avec son association, c'est que vous connaissez les valeurs et il n'y a pas de place pour des gens qui sont là pour juger, pour critiquer. J'ai eu 3 chirurgies, tu n'as pas été opéré, et pour donner des conseils, parce que les conseilleurs ne sont pas des payeurs. Et c'est ce que vous allez retrouver dans tout ça. Vous pouvez déposer tout ce que vous voulez, mais jamais on vous jugera et les personnes du groupe ne vous jugeront pas. C'est comme sur la page de Martine ou sur la page du CNAO ou sur notre page, on n'autorisera jamais personne à de la maltraitance par des propos. Parce que aussi la discrimination, il y en a partout. Mais par contre aussi de la discrimination, il y en a entre nous, parce qu'avant d'être des obèses, on est des humains. Et celui qui va juger en disant mais ça c'est la chirurgie, c'est plus facile. Il y a beaucoup de discrimination en post-opératoire, hein, beaucoup trop. Hein. Moi, combien de fois j'ai entendu ah ouais, mais 200 kilos, tu as 200 kilos, mais c'est bien parce que tu as une chirurgie. Mais tu crois quoi en fait? Ça fait 11 ans que je me bats
parce que cette chirurgie, ça n'a pas été tous les jours et j'ai rien gagné. Et donc, les 200 kilos, je les dois à personne. C'est ma volonté avec des ressources que j'ai mobilisées et surtout, je me suis sorti les doigts du cul. En fait. Ça faisait longtemps Voilà. que je n'étais pas sortie Donc, cela. on ne peut pas me dire que la chirurgie a fait que Martine, elle est arrivée à ce qu'elle a fait. Il n'y a rien. C'est un outil qu'on a su utiliser et c'est un exploiter. outil. Vous êtes là parce que c'est ce que vous êtes et pas parce que c'est ce que vous avez fait. C'est parce que c'est ce que vous êtes en premier. N'oubliez pas qui vous êtes. Joséphine, c'est ça les vraies bonnes valeurs. Merci Joséphine. Il y a Christiane aussi qui est marquée. Christiane, super moment avec vous. Eh bien, donc, allez nous retrouver. Vous nous retrouverez tous les premiers. Le 2 mars, c'est mardi 2 mars, hein, c'est ça? Oui, mais on va faire le tour de table pour dire au revoir. Donc, retrouvez-nous sur le groupe. Vous êtes déjà 28, je crois. Le 100e, vous soufflez une bougie, vous avez un cadeau. Une chanson de Laurence et de moi. Vous allez voir. Quand vous voulez. Oui, voilà. On regardera le 100e, je vous jure, on vous appelle en direct live et on vous fait un chant. Et alors... Avec Martine. Ah oui, non. Toutes les poules vont crever. Attends, non. Mais non, Martine, mais nous, on ne chante pas bien, on le sait, mais on chante quand même. Il faut que ça sorte du On assume. Il n'y a aucun souci pour ça. Il n'y a aucun souci. Donc, vous nous retrouverez sur le groupe. Le groupe. Et donc, merci à vous quatre. Donc, je vous dis les commentaires et comme ça, on a un mot de fin. Merci à vous quatre. Moi, j'ai un petit mot de fin. Oui, alors, moi, j'ai jusqu'en décembre noté tous les premiers mardis du mois. Jusqu'en décembre, là, c'est déjà noté. Hein. Le 7 décembre, hein. Mardi 7 décembre. D'accord. Donc, par contre, ce que je vais faire le commentaire de toutes les personnes sur le Facebook. Donc, merci à vous quatre. C'était vraiment super. Merci pour ce partage. Mike, qui est un kiné qui nous suit. Et merci, Mike, de nous avoir rejoints. Qui dit bisous à vous tous. Gigi, bonne soirée. Christiane, c'est vrai que ce n'est pas évident, même avec un bypass. Donc, Christiane, je sais que tu es sur le groupe. On est là. Donc, força. Et maintenant, un tour de table. Et je vous promets que je vous embrasse, je vous aime tous. Et je ne parlerai pas la dernière. Ah, super. Vas-y, Carole. Merci. Non, j'ai vraiment passé un moment top, comme à chaque fois, émouvant. J'ai tellement envie de parler, tellement de choses à dire. Ça revient. Là, je sens que... Oh là là, tu vas voir, on va faire des concours la prochaine fois, Annick, de celle qui va parler le plus. En fait, mais prenez soin de vous, prenez soin de vous, faites-vous confiance, aimez-vous, parce que Anne-Sophie Joly, présidente du CNAO, vous dirait on vous aime. Et puis prenons le temps de discuter et d'échanger, quoi. Voilà, on est ensemble. Ah, bravo. Martine, à toi. Martine, à toi. Alors, moi, j'ai envie de dire que pour bon, j'espère encore être là quelques années, mais mon souhait qu'il y a eu depuis tellement d'années, avec l'équipe qu'on est maintenant au CNAO, ça se concrétise. On est des personnes fortes, alors entre guillemets, je parle fort dans tous les sens. On se laisse pas faire, on gueule quand il faut, on se dispute quand il faut, on tape. Peu importe que ce soit un chirurgien, quelqu'un du corps médical, moi quand j'ai quelque chose à dire, je m'en fous complètement. Je fais des discours, je fais des machins, je suis dyslexique, je n'en ai plus rien. Et là, on est une équipe, mais bon Dieu, juste formidable, quoi. Enfin, je quand même dire, on va terminer le mot avec Anne-Sophie, notre présidente, qui depuis 2003, moi j'étais là à ses côtés au début, on sait aussi déjà crêper le chignon, hein, je veux dire que voilà. Mais elle fait un tel travail depuis 2003, elle a fait un tel travail. Ça n'a pas toujours été simple parce qu'elle a eu... Là, je suis fière de dire et j'ose dire qu'elle a son entourage, les vice-présidentes qu'elle a autour d'elle, elle a des gens qui ont vécu de l'obésité
qui sont fortes, on va avancer, on va faire beaucoup de choses avec elle, parce que le CNAO ne vivrait pas s'il n'y avait pas Anso, parce qu'elle a des capacités pour faire des choses que Carole n'aura pas, mais Carole a autre chose qu'elle sait faire, d'autres choses, Annick et Laure sauront le faire que moi je ne sais pas faire. Mais là, on est une équipe, et c'est une boule qui roule, et une boule qui roule va devenir de plus en plus. Et après, ma foi, ils pourront s'accrocher. Alors là, c'est les associations qui feront leur loi, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler dans le corps médical, parce qu'il y a des choses qui se font, que l'on sait très bien, hein, Annick, et on n'est pas d'accord, mais on n'a pas encore la capacité, la force et le pouvoir de faire quelque chose. Mais je pense que ça va changer. Mais c'est sûr, c'est avec les patients et c'est la parole du patient qu'on doit porter. Et pour faire un petit jeu de mots, j'avais dit que je me tairais. Mais par contre, quand on parle d'Anne-Sophie, mais bien sûr qu'Anne-Sophie, on est une équipe autour d'elle et avec elle. Et le CNAO, il est là parce qu'il y a Anso. Mais quand tu parles de crépage de chignon, de choucroute et d'Alsace, alors la représentation de la choucroute sur la tête d'Anne-Sophie et l'Alsace dans ton pays là-bas, mais j'ai trouvé que c'était magnifique, je ne pouvais pas me taire. Donc, à vous, on fait un brunch à l'hôtel. Allez, hein, au revoir hein, sur ces bonnes paroles. Et Lolotte qui va dire le mot de la fin. Juste, il y a Mike qui nous dit je vous aime. Stéphanie, merci à vous quatre. C'était un très bon moment. Sandy, au top les filles, au plaisir de vous retrouver. Et bisous, bonsoir à tous, et des coucous et des voilà. Lolotte, Les petits cœurs. Eh bien moi, merci à vous toutes d'être venues ce soir. Et ce fut un plaisir d'être avec vous. Et moi, je suis un peu le cheveu qui est dans ta soupe, en fait. Bon, moi, je m'en fous d'être un peu milieu de toute manière, mais bon, c'est quand même un peu ça, hein, parce que j'ai pas, on va dire, j'étais pas de base dans toute cette lutte, mais j'adore. Mais quand on parle d'interdisciplinarité et d'équipe, comme elle disait Martine, chacun, on est à notre place, en fait. Et il n'y a pas de cheveux dans la soupe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne me sens pas à part malgré tout. C'est pour ça, je suis le cheveu dans la soupe. Alors oui, alors des fois, ça... Voilà, la choucroute d'Anne-Sophie. J'ai un peu la même choucroute qu'Anne-Sophie, mais j'essaye de l'aplatir des fois pour pas qu'elle ressorte trop. Elles ont des musiques, elles dansent. Ah, nous, on danse le Night Fever. Voilà. Night Fever, Night Fever. Can I stop the fever? On en parlera un peu plus tard de celle-là. Voilà, là, c'est la jeunesse quand même, hein. Parce que Annick, avant, qui disait moi, j'ai pas 60 ans, et les filles, moi, j'en ai 62 passés. Hein. Mais personne ne le sait, personne ne le sait. Moi, je dis, je vais mourir à 150 ans, on rigole. Mais le type que je vais rencontrer, que je vais l'enterrer, il va rigoler parce que je serai là. Moi, je serais partie, je vous le dis, hein, parce que 150 ans, ça fait beaucoup d'années, ça, quand même. Ça prend beaucoup trop d'années. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bisous. Merci tout le monde. Et sans vous, on ne serait rien. Voilà. Ben voilà. Et on vous aime. Voilà. Allez, bye bye. Bye bye. Gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye.